BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière. C'est le vendredi, c'est les pros, les cryptos. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Nos NFT à nous, nos talents non fongibles nous rejoignent. Ils répondent à l'appel de BFM Business une nouvelle fois. Louis Laszlo, directeur opérationnel de Meria, nous accompagne cette semaine en plateau. Bienvenue Louis. Et Alexandre Stachenko. Bienvenue Alexandre également, directeur de la stratégie chez Bizstack. Ils suivent le Bitcoin, ils suivent tous les deux l'ensemble des cryptos, des stablecoins, on va beaucoup en parler. Et justement, ce Bitcoin aujourd'hui encore sur la ligne tangente des 100 000 $. On est à 100 200 $ à l'instant ce vendredi après-midi. Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Ce cours du Bitcoin qui aura donc corrigé de 20% depuis son record du début du mois d'octobre. Le marché baissier cyclique, ce marché-là a-t-il commencé ? Oui, alors effectivement, 20% de baisse depuis le 6 octobre dernier, le record de 126 000 $. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il s'agit du point de départ du bear market cyclique, on s'inscrit dans le cadre du cycle de 4 ans. Alors sur le plan temporel, ça tient la route, ça ferait un petit cycle, un peu court, mais on est dans la moyenne temporelle basse. Voilà, juste pour l'information, un cycle qui aurait duré 1055 jours, c'est 10-15 jours de moins que les deux cycles précédents. Alors in fine, si on joue ce jeu-là de la fin du cycle et de l'engagement du bear market cyclique, du marché baissier cyclique qui dure un an, dans le cadre du cycle de 4 ans, ça fait un cycle très moyen sur le plan du temps, mais aussi très moyen sur le plan de l'action des prix. Alors, est-ce que ce critère temporel seul permet d'argumenter avec certitude sur le début de ce marché baissier ? Non en lettres capitales. On peut croiser ça, par exemple, avec les signaux de l'analyse technique. Et pour le moment, les supports majeurs techniques n'ont pas cédé. Par contre, l'admets, ils ne sont pas très loin. C'est cette zone de prix des 95 000. 100 000 $, c'est la zone de prix à impérativement tenir. Sinon, bien, il faudra se rendre à l'évidence. Effectivement, l'hiver crypto aurait démarré. Mais ce n'est pas le scénario que je privilégie. Bon, si jamais l'hiver crypto avait déjà démarré ou s'il s'apprête à démarrer, on se demandera dans un instant avec nos pros des cryptos quelles en seraient les conséquences pour l'écosystème. Si, et c'est un grand si avec 2 lettres majuscules en l'occurrence. C'est vrai qu'en plus, l'actualité américaine n'aide pas. On est toujours à 38 là-bas. La température ne redescend pas. 38e jour de shutdown, la paralysie budgétaire qui se confirme. Est-ce que quand ce shutdown prendra fin, ça finira bien par arriver, fondamentalement, ça pourrait avoir un impact sur le prix du Bitcoin ? Oui, alors il y a deux aspects. Déjà, le shutdown a commencé le 1er octobre. Alors moi, je me plais à croire que depuis le 1er octobre, il y a des espèces de bulles temporelles, en fait, comme si le décompte temporel avait cessé depuis le 1er octobre. Ça, c'est la première chose. Mais de manière plus pratique, donc oui, c'est le shutdown le plus long de l'histoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça exerce une très forte contrainte de liquidité depuis le 1er octobre par un certain nombre de mécanismes, mais notamment le mécanisme du TGA, donc c'est le compte du Trésor public américain auprès de la Fed. Bref, une fois que ce shutdown sera terminé, il va se terminer, que ce soit aujourd'hui ou la semaine prochaine, ou dans le courant du mois de novembre, dès qu'il se termine, eh bien, il y a de la liquidité qui revient sur le marché, et on sait que Bitcoin fait partie des actifs risqués en bourse très corrélés à cette liquidité. Donc, ce n'est pas une formule magique, mais en tout cas, ça me paraît trop tôt d'argumenter en faveur du point de départ d'un grand marché baissier, sans voir l'effet que produira la fin de ce shutdown sur le cours du Bitcoin. Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant. Merci beaucoup Vincent. Alors, Requiem pour le bull market, c'est un titre de crypto cette semaine, mais il est quand même sacrément bien trouvé avec ce Bitcoin qui est passé sous les 100 000 $ pour la première fois depuis le mois de juin. Où est passée la décorrélation du Bitcoin avec les autres actifs traditionnels, cette fois le Nasdaq, l'or, et quel impact donc sur l'écosystème si le bull market était désormais terminé? Nos pros devront répondre et ce sera dans un instant. On parlera fiscalité, bah oui, on est en France, d'impôts, le Bitcoin improductif. Les cryptos seraient concernés par une taxe sur la fortune improductive. On en parlera. Ça produit quoi un Bitcoin en fait? Et puis les stablecoins bien sûr aussi avec des partenariats qui se multiplient. Aujourd'hui, cette semaine, c'est Ripple qui fait l'actualité avec Mastercard. Ripple et Mastercard, figurez-vous, s'associent. Détail à suivre. C'est votre machine à condenser l'essentiel. Les pros des cryptos, c'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc Alexandre Stachenko, il vient de nous rejoindre. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. En forme? Très en forme. Ravi de vous retrouver. Bizstack et pour Meria, Louis Laszlo qui nous accompagne cette semaine. Bonjour Louis. Bonjour. En forme également? En forme, pleine forme. Bon, mieux que le Bitcoin. L'énorme trou d'air de la semaine quand même. Bitcoin est passé donc sous les 100 000 $ pour la première fois depuis juin. On a eu 6 jours, voire 7 d'ailleurs, de sorties sur les ETF Bitcoin. Si le cycle aussi était terminé, si le bull run était fini, imaginons, faisons un cauchemar là, bull run en route depuis plus de 2 ans, quel impact ça finirait par avoir sur l'écosystème crypto? Il finira bien par avoir un hiver crypto, alors autant s'y préparer. Quel impact ça aurait sur l'écosystème? Alexandre? Alors, ça dépend ce qu'on entend par écosystème. Si on parle des entreprises,
En fait, beaucoup d'entreprises ont un business model qui ne dépend pas tant que ça de la tendance de fond. Mais par exemple, vous êtes une place de marché, ce qui vous intéresse, c'est la volatilité, puisque c'est la volatilité qui drive le volume. Donc en fait, que ça baisse ou que ça monte, ça ne vous intéresse pas tant que ça. Et je pense qu'il y a plein d'entreprises pour lesquelles ça va plus devenir une course de fond, c'est-à-dire être capable de soutenir effectivement, on va dire, un hiver qui pourrait durer plusieurs années. Mais en soi, la métrique principale, si c'est la volatilité, on peut être volatile à la baisse. Maintenant, si on entend par écosystème les épargnants, parce qu'ils font aussi partie de l'écosystème, je pense que ça ne fait que renforcer la conviction, en tout cas que je porte et qu'on porte chez Bitstack, à savoir sur la méthode plutôt de s'exposer à Bitcoin, c'est-à-dire, déjà investir dans sa propre éducation, c'est-à-dire que ce qui compte avant tout, c'est de comprendre dans quoi on investir, et ça, que le cours monte ou descende, ça ne change rien. 2, c'est de lisser ses points d'entrée pour éviter de s'exposer à ce genre de choses où on investit tout en haut, puis en plus ça descend et après on fait la gueule. Et puis 3, c'est d'avoir un horizon détention long terme. Parce qu'évidemment, quand on a un horizon détention long terme, savoir que c'est baissier pendant 6 mois, 1 an, ça ne nous intéresse pas. Je prends mon cas personnel, mais je pense qu'il représente le cas de pas mal de personnes. Moi, je ne trade pas en Bitcoin. Moi, j'épargne en Bitcoin. Et j'épargne pour les projets de vie. J'épargne pour la retraite, que je sais que je n'aurai pas, comme beaucoup de gens de ma génération. Donc, mon horizon détention, savoir si ça va être baissier pendant 6 mois, 1 an ou pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tendance de fond. Et ça, on dézoome un petit peu. C'est quoi les actualités des dernières années? C'est BlackRock, les produits financiers, les États-Unis qui arrivent, tous les pays qui s'y mettent. Maintenant, on parle même des réserves dans les banques centrales. Il n'y a pas, on va dire, d'averse de ce côté-là. Oui. On parlera aussi dans un instant de l'impact possible sur les entreprises, mais imaginons que le bull run soit en train d'arriver à sa fin, là, voir qu'un hiver crypto s'apprête à démarrer. Même question, alors l'écosystème, le terme est large, mais quel impact ça aurait, Louis? Déjà, si on prend un peu de recul, on le voit de cycle en cycle, la volatilité du top vers le bottom est de moins en moins importante. De cycle en cycle, l'impact entre les plus hauts et les plus bas sont de moins en moins importants. Et on voit aussi que la typologie d'investisseurs, comme disait Alexandre, a changé. Avant, on avait des gens qui arrivaient pour faire des coups, qui tradaient, qui cherchaient du multiple. Maintenant, on voit une typologie d'investisseurs, que ce soit retail, donc monsieur, madame, tout le monde, ou institutionnel, qui viennent s'exposer pour du long terme. S'exposer à une nouvelle classe d'actifs pour du long terme, construire. On voit avec une nouvelle typologie d'investisseurs, les ETF. Donc, on a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Donc, oui, si on a un hiver crypto qui démarre, il y aura un impact sur les prix, il y aura un impact sur l'attrait et potentiellement sur la capacité à embarquer de nouveaux investisseurs qui seront plutôt frileux, puisqu'on le voit, il y a une suradoption sur les plus hauts de marché et une sous-adoption, voire un recul de l'adoption sur les bas de marché. Donc oui, il y aura un ralentissement de ça, donc il y aura forcément un ralentissement sur les activités, les revenus générés et donc sur les entreprises. Il y a quelques entreprises qui pourront plus ou moins mal le vivre, mais potentiellement, est-ce qu'elles ont bien bâti leur modèle économique et est-ce qu'elles étaient faites pour durer? C'est ça. On le verra. Mais oui, volatilité dans un sens ou dans l'autre pour un certain nombre de places de marché qui vivent des frais, que ce soit à l'achat ou à la vente. Oui. Ça aura un impact assez limité. Juste un élément supplémentaire pour poursuivre. Mais souvent, les personnes que vous invitez en première partie d'émission, Vincent ou que ce soit d'autres, il y a souvent la phrase qui revient, on n'attrape pas un couteau qui tombe. En période effectivement d'hiver ou de bear market, c'est aussi un driver pour se recentrer sur les valeurs sûres. Parce que se mettre sur des nouveaux tokens qui sortent de nulle part en période de bear market, si vous êtes néophyte, il vaut mieux éviter ce genre de bêtises. En revanche, effectivement, évidemment, je parle avec mon biais, mais... oui, vous êtes Bitcoin maximaliste. Ça fait 15 ans que Bitcoin ne déçoit pas. Donc, d'une certaine façon, effectivement, ça peut être une bonne idée de revenir dessus. Il y a eu des hauts débats, mais c'est vrai, globalement, les points bas sont de plus en plus hauts, effectivement. Mais c'est vrai que quand il y a un hiver crypto, c'est là qu'on voit qui se baignait nu. Vous connaissez l'adage sur les marchés boursiers traditionnels, c'est quand la marée se retire qu'on voit qui était en train de se baigner nu. Et c'est vrai que sur les précédents hivers crypto, c'est là qu'ont surgi des scandales aussi dans l'écosystème, les plateformes dont on a découvert qu'elles n'avaient pas les moyens de ce qu'elles avaient. Bref. Ce risque existe encore, on ne peut jamais l'exclure, mais où on se dit c'est quand même plus régulé qu'avant et on a un peu moins peur de ça. Moins en Europe déjà, parce qu'en Europe, on a la réglementation qui est donc maintenant en place. Donc si vous êtes sur une plateforme régulée, normalement, des choses comme FTX, par exemple, c'est compliqué de les voir arriver. Après, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, le marché mondial, puisque c'est un marché mondial, pour l'instant, toutes les zones géographiques ne sont pas exposées au même niveau de réglementation ni de sérieux. Et donc, on peut encore avoir des scandales. Moi, je ne vais pas mettre ma main à couper que ce genre de choses n'existe pas dans l'écosystème crypto. Donc, il faut rester vigilant. Et comme je dis, c'est en période, si jamais on rentre dans une période de descente, recentrez-vous sur les fondamentaux, la sécurité et peut-être être moins ambitieux et moins gourmand sur les rendements. Oui. Et en complétant, même si on a une réglementation qui nous protège en Europe, on n'est pas à l'abri du risque systémique.
Là, il y a ces derniers jours, on a pu voir 3-4 stablecoins, donc plutôt décentralisés, donc pas régulés, décentralisés, tomber les uns après les autres par effet domino, puisque les uns s'exposaient aux autres, et c'était plutôt obscur dans la façon dont il annonçait aux investisseurs. Et donc là, on a vu en quelques jours, quelques heures, plusieurs stablecoins tomber, plusieurs risk managers, en crypto on appelle ça un curateur, annoncer des pertes ou des impacts sur leur stratégie. Donc voilà, on n'est pas à l'abri du risque systémique, puisque un risque sur la DeFi ou un risque dans une autre géo pourrait exposer indirectement des plateformes françaises et donc des investisseurs français ou européens. Oui, Bitcoin est passé cette semaine donc sous les 100 000 $, en même temps que l'or reculé est passé sous les 4 000, que le Nasdaq aussi reculé. C'est-à-dire que là, cette semaine, alors je sais, il y a des phases où le Bitcoin est plus ou moins corrélé au marché, à l'or, etc. Mais là, on est très corrélé quand même au Nasdaq et à l'or avec cette baisse de la semaine sur le Bitcoin. Oui, on est corrélé, mais effectivement, la corrélation, pour moi, c'est quelque chose qui se regarde sur du pluriannuel et sur du tendanciel. Donc, on sait que Bitcoin, pour parler de Bitcoin, il y a des phases dans lesquelles il est très corrélé aux valeurs tech, par exemple, parce que ça va être des moments où les investisseurs le comparent à une forme d'épargne sous hormones, quoi, et donc ils vont chercher de la performance. Et puis il y a d'autres fois où on voit que d'un seul coup la tech baisse, mais le Bitcoin monte et il va d'un seul coup se corréler avec l'or. Ce qu'on constate sur la tendance de long terme, c'est que effectivement la tendance à la corrélation, elle se rapproche plutôt des valeurs dites refuges ou en tout cas des réserves de valeur que des valeurs technologiques. Maintenant, on n'est pas à 1, -1, on est toujours dans un entre-deux où potentiellement pendant 6 mois, ça va être corrélé aux stocks Nasdaq, etc. Et après 6 mois après, ce sera l'or. Voilà. Mais c'est un peu un ovni, effectivement. Oui, on va continuer de parler de tout ça, de fiscalité aussi tout à l'heure. Et puis les exchanges décentralisés, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé ici dans les pros des cryptos, les plateformes d'investissement décentralisées. En octobre, elles ont attiré un volume record, alors que les tokens, eux, n'ont pas forcément brillé. Qu'est-ce que ça dit, ça, Louis ? Donc là, il y a eu vraiment un afflux de liquidité. On est vraiment sur un des plus hauts historiques sur les volumes gérés de manière décentralisée. Si on essaye de chercher un peu d'explications, on voit déjà qu'il y a un afflux de liquidité institutionnel sur le marché, à travers les stablecoins notamment. On a beaucoup d'acteurs qui vont chercher du rendement, donc rendement qu'ils peuvent trouver plus facilement ou en tout cas avec des multiples plus importants sur la finance décentralisée. Donc ça peut être une piste d'exploration. Oui. Et après aussi, on a vécu ces derniers mois on va appeler ça la fièvre des exchanges décentralisés avec Hyperliquid, avec Aster ou Lighter plus récemment, qui ont poussé les traders à aller chercher des leviers, des dérivés sur des plateformes décentralisées. Donc ça aussi joue dans le monde du décentralisé. Si on regarde rien qu'Hyperliquid, Hyperliquid est une des plateformes qui a rapporté le plus d'argent l'année dernière. Et même une statistique assez intéressante, Hyperliquid est aujourd'hui l'entreprise qui a le plus haut revenu par employé au monde, à des années-lumière des géants de la tech, puisque là, Hyperliquid a généré sur les 12 derniers mois, alors la stat date d'août, je crois, mais plus d'1 milliard pour une équipe de 11 personnes. Ce qui est un record absolu incroyable. Oui, oui. Ceci dit, vous savez dans quelle entreprise 80% des salariés sont millionnaires ? C'est Nvidia, là, pour le coup, grâce à l'actionnariat salarié. 80% de maintenant, c'est ça. C'est dingue. Hein. Ouais. 80% des salariés d'Nvidia sont millionnaires. Après, 80% dans millionnaires dans un shitcoin, bon, voilà. Oh, tout de suite. Tiens, alors, on parlait là des plateformes d'investissement décentralisées. Vos gains, vos plus-values ne sont pas décentralisés. Hein. Bercy s'y intéresse et fiscalisera tout ça, bien sûr. Imposera, taxera ce que vous allez gagner, d'autant plus avec ce que nous concocte l'actuelle Assemblée nationale. Les cryptos sont considérés, figurez-vous, par l'Assemblée comme de la fortune improductive. Ils réfléchissent, les députés, à taxer davantage cet écosystème, les plus-values, vos gains. Qu'est-ce qui pend au nez les investisseurs en matière de fiscalité, Alexandre ? Alors, c'est même pas les plus-values ici qu'on cherche à taxer, c'est le patrimoine. Donc, effectivement, on a eu tout ce débat sur la taxe Zuckman pendant un certain temps. Il y a eu tous les scandales sur vous pouvez pas taxer les entrepreneurs, leur valeur mobilière, leur capital, leur outil de production. Donc, on se redirige vers, on va taxer l'improductif. Alors moi, je trouve ça très intéressant. Alors, c'est quoi ? Ça veut dire que si vous avez plus de 2 millions d'euros de patrimoine, eh bien, vous serez taxé à hauteur de 1% sur ce que l'État considère improductif. Et improductif, il faut regarder ce qu'il y a dedans, c'est très intéressant. Il y a effectivement les actifs numériques, mais il y a aussi plein d'autres choses, comme l'art, comme les obligations d'État françaises. C'est assez drôle. Donc moi, je trouve que c'est immensément intéressant à au moins 2 égards, parce que ça pose 2 questions. La première, c'est
un témoignage de notre fuite en avant consumériste. Et la deuxième, je traiterai juste après, c'est plutôt une question morale. Est-ce que c'est le job de l'État de dire ce qui est bien ou pas en termes de productivité ? Sur la fuite en avant consumériste, ce que je trouve très drôle, évidemment avec un rire jaune, c'est qu'on peut avoir dans le même temps une assemblée qui dit qu'il faut de la sobriété, de l'écologie, etc., mais qu'en même temps, si vous décidez d'être sobre et d'épargner et de vous retirer de l'économie, eh bien vous êtes puni, vous êtes considéré comme un acteur improductif. Il faut produire. Pour donner un exemple, sous ce régime-là, ça veut dire qu'on considère que c'est plus intelligent de prendre un baril de pétrole, de le cramer pour creuser un trou et de le reboucher, plutôt que de ne rien faire avec ce baril de pétrole. C'est ça qu'on est en train de dire avec ce genre de phrase de « t'es improductif, t'es un parasite ». Donc je pense que déjà là, il y a un motif de réflexion plus large pour la société de dire où est-ce qu'on en est dans cette fuite en avant, il faut s'arrêter. Et puis la question plus large, morale, c'est la question morale sur le rôle de l'État. On est exactement dans ce que Hayek décrivait comme étant l'éthos socialiste de l'État, c'est-à-dire non pas l'éthos libéral, l'État doit protéger les libertés fondamentales, mais l'éthos socialiste, c'est-à-dire l'État doit être le moteur du bien commun, du progrès. Oui. Et donc l'État s'arrange. Et quand il pleut et quand il fait trop chaud, l'État doit intervenir. Exactement. Voilà. Donc c'est lui qui détermine ce qui est bien, ce qui est le progrès et jusqu'où. Donc c'est évidemment là. Et là, quand on regarde ce qu'il y a dans cette assiette, on a des choses qui font tiquer. L'art est improductif. Mais vous vous rendez compte que sur le temps long, dans 500 ans, on se souviendra de quoi de nous, à part l'art, le patrimoine, etc. Oui. Est-ce qu'on va dire à Léonard de Vinci qu'il est improductif ? Où est-ce qu'on est en fait ? Est-ce que Notre-Dame de Paris est improductive ? Exactement. Donc c'est ce genre de questions qui se posent et que je trouve extrêmement, je dirais, dangereux parce qu'on rentre dans une catégorie qui relève de la morale personnelle. C'est pas à l'État de me dire ce que moi j'estime être productif dans ma vie. Peut-être que mon choix sera différent de mon voisin. Il n'y a pas à avoir quelqu'un au-dessus qui dit non, l'art c'est nul et puis accessoirement la dette française c'est nul aussi. Bon, là, je suis d'accord, parce qu'effectivement, l'art, donc, si c'est improductif, allons au bout du raisonnement, le cirque qu'est l'Assemblée nationale l'est aussi. Oui, mais il comptait aussi taxer davantage les assurances-vie qui permettent à l'État quand même de refinancer sa dette. C'est-à-dire qu'on vous sanctionne parce que vous aidez l'État. Incroyable. Louis, bon, est-ce que véritablement, on doit craindre, quand on est investisseur crypto, une forte hausse de la fiscalité là ? Alors, ça joue dans la thèse d'investissement, puisque l'idée de s'exposer à des assets plus risqués, c'est d'aller chercher une meilleure performance. Mais si cette performance est douloureusement impactée par la fiscalité, ça reconsidère potentiellement l'investissement. Et pour rebondir un peu sur ce sujet de fond, qui est la partie improductivité, on est tous d'accord que pour une économie fonctionne, il faut que l'argent circule. Jusque-là, tout va bien. Oui. Mais c'est quand même un comble de qualifier les cryptoactifs au sens large d'improductifs quand on a tout fait pour rendre le plus complexe possible l'usage dans l'économie réelle des cryptoactifs. Aujourd'hui, pour acheter une baguette de pain, je vais être obligé de déclarer l'ensemble des opérations, la valorisation de mon patrimoine, et de faire un calcul très savant dans un beau fichier Excel de plusieurs dizaines d'onglets, ou de payer un logiciel dédié à cet usage. On a des très belles solutions en France pour ça, pour pouvoir aller payer ma baguette de pain et la payer à peu près 30% plus cher, un peu plus maintenant, pour couvrir la fiscalité. Donc c'est vraiment difficile de conceptualiser qu'un asset, et notamment les cryptoactifs, sont improductifs quand on a tout avec la complexité, la fiscalité lourde sur les plus-values et aussi des dispositifs comme l'incapacité, contrairement à beaucoup de classes d'actifs, de reporter les moins-values d'une année sur l'autre, qui est vraiment une considération qui n'est propre qu'aux cryptoactifs. Ah oui, on ne peut pas reporter les moins-values ? Pas reporter les moins-values. Tous les ans, il y a un député qui vient poser un amendement pour dire tiens, ce serait bien si les cryptos étaient considérés comme des actifs normaux. Est-ce qu'on peut reporter les moins-values ? Oui. Et tous les ans, on se fait répondre que non, comme nous sommes improductifs, des parasites, etc., eh bien non, nous n'avons pas le droit à ce régime-là. Et donc là, c'était le 3 novembre, nouvel amendement cette année au PLF. Bonjour, est-ce qu'on peut reporter les moins-values ? Réponse, non, toujours pas. Donc on ne pourra toujours pas. Donc si vous faites une plus-value le 31 décembre, enfin une moins-value le 31, que vous récupérez le lendemain, en fait, vous avez fait une plus-value. Ah oui, donc l'État se gorge des moins-values. Exactement. C'est incroyable. Bon, et qu'est-ce qu'a Bitcoin de productif alors ? Parce qu'on a expliqué, on a fait de la philosophie, on a montré tous les paradoxes et les hypocrisies qu'il y a derrière effectivement cette fiscalité qui se prépare. Mais qu'est-ce que ça a de productif concrètement le Bitcoin alors ? Rien. Make improductive great again. C'est précisément le début de mon propos, c'est qu'aujourd'hui, la fuite en avant, c'est que on n'a plus le droit d'être improductif. Alors, certains députés appelaient à réhabiliter le droit à la paresse. Je n'en suis pas là. Mais en revanche, pour le capital, il doit y avoir cette notion-là aussi que l'épargne précède l'investissement et qu'on doit pouvoir, à tout moment, en tant qu'épargnant, décider si on veut rien faire parce qu'il n'y a rien qui nous intéresse, investir si on veut miser pour le futur et avoir des rendements, ou consommer. Aujourd'hui, le système fiat fait que l'épargne est punie. On ne peut pas être sobre. On ne peut jamais, entre guillemets, décider de ne rien faire, d'attendre une meilleure opportunité parce que si on le fait, on est puni par l'inflation. Attendez, on peut être sobre
sobre et utile. C'est pas interdit d'être utile quand même. Là, je parle en termes de dépenses du capital. C'est-à-dire que le capital, il a l'allocation soit d'épargne, soit d'investissement, soit de consommation. Dans le cadre du système fiat, cette allocation d'épargne est punie. On peut toujours la faire, mais on est le dindon de la farce. Donc, pour ça que je dis make improductif great again, c'est que Bitcoin est improductif, mais c'est l'actif qui est le plus performant à être improductif. C'est donc le meilleur véhicule d'épargne et c'est là que va se loger tout le capital qui pense qu'il vaut mieux être sobre aujourd'hui pour réserver l'allocation de ressources à quelque chose de plus intéressant demain. Et ça, il faut le réhabiliter si on veut revenir dans une économie vraiment productive et pas une forme d'illusion collective dans laquelle on creuse des trous et on les rebouche. Vous avez raison, l'économie, elle est efficiente et elle est socialement utile aussi quand l'argent circule. C'est ce que vous nous disiez, Louis. Là, quand votre discours, c'est de dire que ça ne va pas circuler, et tant mieux. Il circule si l'investisseur ou l'épargnant pense qu'il y a une plus-value suffisante pour son capital, aka une utilité sociale. Si moi, on me force à dépenser mon argent pour payer des gens à creuser des trous et les reboucher, je ne vois pas l'intérêt, à part que j'ai créé 2 emplois, certes, mais c'est une fuite en avant. On va parler stablecoin aussi, le monde avance. Et dans ce monde qui avance très vite, on pourrait aussi parler d'intelligence artificielle. Rester immobile, aujourd'hui, c'est reculer très très clairement. Il faut avancer. Les néobanques avancent très vite et effectivement mettent de plus en plus les banques traditionnelles devant le fait accompli. Là, on a une annonce cette semaine, Revolut, qui va proposer des échanges stablecoin US$ garantis 1 pour 1 et sans frais. Voilà, une avancée de plus de la part d'une néobanque. Alors, une avancée de plus, mais qui reste en dollars, déjà. L'euro reste encore absent de cette grande question. Donc, c'est intéressant. C'est un bel effet d'annonce. D'un point de vue franco-français, on vient d'en parler sur la fiscalité, ça ne va pas trop nous aider, puisque quoi qu'il arrive, même si on a un échange sans frais, on aura quand même une fiscalité et un calcul de la fiscalité à enregistrer. Donc, ça sera plus facile de passer du monde crypto au monde euro en limitant un peu la casse. Par contre, ça n'empêchera pas la fiscalité, le calcul de la fiscalité, le paiement de la fiscalité, pour faire le raccord avec notre point précédent. Donc vraiment une belle annonce qui va dans la suite de l'accélération de la politique de Revolut sur le monde crypto. Revolut vient de récupérer le précieux sésame de Mika. Il va lui permettre d'opérer dans ce monde-là, d'accélérer sur leur nouvelle plateforme d'exchange Revolut X, si je ne dis pas de bêtises, qui va permettre pas mal de nouveaux produits avec des politiques de frais assez intéressantes. Donc une nouvelle annonce de Revolut pour aller chercher de la part de marché, pour aller se battre aussi avec les pure players crypto et récupérer des parts de marché sur les pure players crypto, et aussi pour prendre le pas sur les banques qui se sont posées un peu longtemps la question de est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, et qui maintenant essayent de rattraper ce retard à marche forcée. Effectivement, les banques traditionnelles, même aux États-Unis, sont en retard sur ces sujets-là. Les stablecoins avancent, les néobanques, on vient de le voir avec Revolut, et en matière de stablecoin, cette avancée de plus, Ripple va s'associer avec Mastercard, figurez-vous. Alors, ils sont associés cette semaine, ils ont fait une annonce cette semaine pour une intégration future. Alors, vous n'avez pas les deux plus grands défendeurs de Ripple sur le plateau aujourd'hui, mais voilà, c'est une nouvelle annonce de plus de Ripple. C'est pour ça que ça m'amuse, en fait. une nouvelle annonce de Ripple sur le marché. Il faut reconnaître que le RLUSD, qui est le stablecoin porté par Ripple, gagne des parts de marché mois après mois, et aujourd'hui se place à la 15e place, si je ne dis pas de bêtises, des stablecoins sur le marché. Donc une avancée de plus. Après, c'est une annonce avec Mastercard, avec d'autres acteurs, pour une intégration dans plusieurs mois. Voilà, donc est-ce que c'est pas un peu du marketing pour pouvoir les justifier, pour essayer d'aller défendre une valorisation dans un marché qui recule? Pourquoi vous n'aimez pas Ripple l'un et l'autre? Qu'est-ce qui cloche là? Ils avancent avec Mastercard, donc Mastercard, ils aiment bien Ripple. Apparemment, je ne sais pas quels sont les tenants et aboutissants du deal. Mais vous êtes avec Visa, vous, c'est ça? Ripple, aussi, mais je plaisante. Historiquement, Ripple, c'est une entreprise qui, pour le coup, cherche un problème pour sa solution. C'est une entreprise qui, j'allais dire, essaye d'attacher son marketing au monde des crypto-monnaies, etc., mais qui en fait est extrêmement centralisé, est en fait une forme de réseau privé pour les banques. Oui. Donc j'allais dire, c'est pas que j'aimerais pas Ripple, parce qu'ils font peut-être un service qui a trouvé un écho chez les DSI bancaires, par exemple. C'est juste que je ne comprends pas qu'on attache le mot Ripple ou le XRP au monde des cryptos, parce que c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je n'aime pas ce fourre-tout qu'est le mot crypto, c'est qu'entre Ripple, qui est une forme d'extension d'un système bancaire tout à fait traditionnel, centralisé accessoirement, de mémoire c'est quelque chose comme 80 ou 90% de la cap est détenue par quelques personnes, versus Bitcoin dont l'assertion politique c'est de dire tout ça il faut le casser. Bon, on n'est pas sur le même monde. Quand le monde avance, on le disait, ne pas avancer soi-même c'est reculer. Jusqu'où la France régressera-t-elle?
Exaion, cette filiale d'EDF sur le point de passer sous pavillon américain qui pourrait permettre donc à EDF de miner du Bitcoin Exaion qui passerait sous pavillon américain, peut-être sera rattrapé. On entend parler d'une offre française sur Exaion, Alexandre. Tout à fait. Alors Exaion, pour le contexte, effectivement, filiale d'EDF qui a été positionnée sur le sujet crypto et calcul IA informatique, mais qui, pour des raisons d'image et d'idéologie, a refusé toute sa vie de toucher au Bitcoin. Donc en fait, c'est une start-up qui a été créée dans un marché dans lequel elle s'auto-exclut de quelque chose comme 99% des revenus, puisque, en l'occurrence, dans le marché du calcul informatique, Bitcoin, c'est quelque chose comme 98% de la puissance de calcul nécessaire. Donc, surprise, cette start-up n'est pas rentable, elle perd de l'argent tous les ans, plusieurs millions, évidemment chez EDF, qui est une boîte de service public, et donc qui est à la fin notre argent. Donc cette start-up qui finalement était en train de péricliter a trouvé un acheteur américain qui a fait une proposition en août de dire, voilà, on va racheter cette start-up, évidemment pour faire du HPC, donc du calcul haute performance, mais cette boîte américaine, c'est pas n'importe laquelle, c'est un des plus gros mineurs de Bitcoin qui fait de façon très très marginale du HPC, donc on peut se permettre de douter de est-ce qu'ils vont vraiment faire du HPC ou est-ce que c'est pas juste un rembourrage pour finalement faire du Bitcoin, du minage de Bitcoin sur quelque chose pour lequel l'écosystème français dit à EDF depuis 10 ans que nous avons un trésor, on a des extra capacités nucléaires, on a une intégration des renouvelables à faire, on pourrait gagner des centaines de millions, voire des milliards de revenus si on se décidait à enfin miner. Et donc là, ce qui a été frustrant dans les derniers mois, c'est que on a ce côté où Bitcoin est tabou, mais apparemment pas pour tout le monde, puisque quand il s'agit de vendre la boîte à un mineur de Bitcoin américain, la Bitcoin n'est plus du tout tabou. Et donc l'écosystème français qui n'a pas été consulté s'est réveillé en disant attendez, nous aussi on est capable d'apporter des capitaux. Le Premier ministre a répondu à une question au gouvernement à l'Assemblée en disant oui, mais c'est pas notre faute. En même temps, si vous aviez des capitaux en France, déjà si on avait été consulté, ça aurait été peut-être bien. Et deux, si, il y a plein de mineurs en France. C'est juste qu'ils opèrent pas en France. Ils opèrent au Congo, à Oman, au Paraguay, etc. Mais ils ont la capacité de faire une offre concurrentielle, compétitive, pour pouvoir effectivement, sous garantie, parce qu'évidemment si c'est juste pour pouvoir rien faire et ne pas miner, c'est pas la peine, mais pour pouvoir exploiter le trésor qu'on a en France avec des entreprises françaises, des emplois français, dans l'idéal. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Un dernier mot aussi sur ces entreprises qui choisissent de mettre des cryptos, souvent du Bitcoin, mais pas que en trésorerie. Alors, il y en a un certain nombre là qui, avec la chute du Bitcoin, se retrouvent du coup en difficulté, mais ça n'empêche pas Stratégie, en l'occurrence, de continuer d'en acheter les Bitcoins et même en vendant leurs propres actions Stratégie là aux États-Unis. C'est ça. Donc là, ils ont émis une offre pour permettre à un certain nombre d'investisseurs d'acheter des actions privilégiées. Donc avec un prix fixe et un rendement garanti et des conditions de garantie de paiement avec des taux d'intérêt en cas de pénalité. Donc une fois de plus, Stratégie accélère et veut continuer et pérenniser sa stratégie d'acquisition de Bitcoin, mais doit la financer. Donc je pense qu'ils essayent l'ensemble des outils pour financer leurs acquisitions. Et c'est un nouvel axe de financement. Et on le voit, Stratégie, et comme beaucoup de trésorerie compagnies, de digital asset trésorerie compagnie, le secret de leur réussite de cette stratégie, c'est cette régularité à être capable à lever de la dette pour acquérir et annoncer au marché des acquisitions régulières. Et celles qui ne le font pas commencent à chercher des relais ou à se séparer des assets et à changer de stratégie. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi à retrouver tout le week-end en podcast et replay. Merci à tous les deux. Alexandre, vous vouliez rebondir là-dessus? Je vous vois frustré. Point du tout, tout va bien, l'information est complète. D'accord, oui. Vous aimez bien les entreprises qui achètent des bitcoins, ça fait monter le bitcoin, vous aimez bien ça? Je pense que c'est pertinent, je pense qu'il n'y a pas la place pour autant. Ah, ils achètent trop vite là. Non, je pense qu'il n'y a pas la place pour autant de boîtes avec aucune différenciation. C'est-à-dire que la différence entre la plupart de ces boîtes, c'est juste qu'elles achètent des bitcoins toutes. Donc en fait, pourquoi j'achèterais celle-là plutôt qu'une autre? Donc il y a une question de long terme où le standard sera effectivement d'avoir du bitcoin en trésorerie. Mais il y a une question de court terme où je ne suis pas persuadé qu'il y a la place pour autant de produits dont la proposition de valeur est trop similaire. Bitstack, Alexandre Sachenko et Meria avec Louis Laszlo. Merci à tous les deux d'être passés nous voir. Les pros des cryptos à retrouver tout le week-end et dès lundi, bien sûr, Sandra Grandoin pour le club BFM Crypto à 15h. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.